Paul Journet, Émilie Nicolas, Michel Séauger, bonsoir. 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 Conseil national du Parti québécois à Drummondville. Je vais tout de suite vous faire entendre, si vous avez manqué ça en fin de semaine, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui dit « Nous avons devant nous, d'ici 5-6 ans, une ultime chance. » On écoute. Nous voyons une certitude, celle que notre moment arrivera plus rapidement que prévu. Donc, non pas dans un avenir idéalisé et lointain, mais d'ici quelques années, assurément d'ici la fin de la décennie, nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude. L'effacement de notre différence dans le Canada, elle est clairement en marche et les gens le ressentent. Elle s'accélère de jour en jour. Dans ce contexte, les Québécoises et Québécois doivent réaliser que notre prochain rendez-vous avec l'histoire, car il aura lieu, est peut-être, en fait fort probablement, notre chance ultime de se donner une pérennité linguistique et culturelle. Alors voilà, évidemment que le sujet a éclipsé les autres. On a parlé de logement, on a parlé d'éducation. Paul, premier tour de table. Alors, c'est redit avec plus de solennité encore une fois. C'est l'objectif de Paul Saint-Pierre Plamondon et les gens sont prévenus. Paul. Oui. Bien, M. Saint-Pierre Plamondon dit que c'est une certitude qu'il va y avoir un référendum. Évidemment, personne ne le sait, mais c'est un discours qui est commun de la même façon que les chefs de parti de l'opposition, quand on les présente à leurs militants en campagne électorale, on dit « voici le futur premier ministre ». Bien là, il est en avance dans les sondages, alors il essaie de gonfler ses militants puis de dire qu'il sera premier ministre et qu'il déclenchera un référendum. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il réaffirme le message très clair que sous un gouvernement péquiste, il y aura un référendum. On le savait déjà, mais quand il avait fait cette promesse-là, il n'était pas en avance dans les sondages. Donc, c'était plus facile pour lui de la faire. Mais sa marque de commerce, une des choses qui le rend populaire, c'est que les gens ont l'impression qu'il tient à ses principes et que le discours ne fluctue pas selon les controverses du jour. Et donc, il garde le cap. Mais moi, la dernière chose que je remarque, c'est l'évolution dans le discours indépendantiste. Parce qu'avant, on disait qu'il y avait obligation morale de ne tenir un référendum que si on croyait être en mesure de le gagner et que sinon, ça ne valait pas la peine de prendre ce risque. Alors que là, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est probablement notre dernière chance de tenir un référendum. Donc, on n'a pas le choix de prendre cette chance parce que ce sera la dernière. Et ça, c'est une grosse évolution dans le discours stratégique du Parti québécois. C'est ça, on fait du judo avec l'argumentaire qu'on entendait. En disant, c'est vrai que l'enjeu est énorme, parce que c'est le troisième et peut-être dernier, enfin dernier, qui sait, mais c'est justement parce que c'est le troisième et que l'enjeu est énorme qu'il faut le gagner. Émilie, Nicolas, vos impressions, mais vous rappelez, Paul, quand même avec justesse que il faut qu'il soit élu avant, il faut qu'il forme un gouvernement. Émilie. Oui, je pense que ce que Paul a dit est juste. Je ne vais pas répéter. Moi, je pense que ce qui m'a sauté au visage, c'est plus l'argumentaire de la dernière chance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et moi, c'est la question que j'ai. Et j'espère que Paul Saint-Pierre Plamondon va être plus explicite à ce niveau-là dans les prochains jours. Qu'est-ce que ça veut dire, la dernière chance? Pourquoi, dans 10 ans, il est trop tard? Il est trop tard de quoi? Et dans son discours, ce qu'on entendait, c'était du discours sur de la disparition, la peur de l'effacement, la peur de disparaître. C'est des mots qui sont extrêmement chargés de sens. Disparaître pour être remplacé par qui? Disparaître à cause de quoi? Quelle statistique? Quelle est la crainte? Donc, il y a beaucoup de vocabulaire comme ça qui sont employés, qui sont très chargés. On parle de notre langue qui peut disparaître, on parle de la culture qui peut disparaître. La culture remplacée par qui? Remplacée par quoi? Donc, c'est des questions qui sont toutes très soulevées par le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais en même temps, elles sont soulevées dans un vocabulaire qui reste flou. Et donc, moi, j'ai des questions pour Paul Saint-Pierre Plamondon. J'espère que les journalistes qui sont à la colline parlementaire vont lui poser des questions dans les prochains jours aussi. Ah bien oui, il y aura beaucoup de questions. Mais Michel Séauger, bien je dis oui, oui. Michel Séauger, vous en avez vu d'autres, des conseils généraux du PQ. C'est sûr que il y a toujours ce décalage entre la ferveur devant le Conseil national et la réalité parfois. Mais là,
il y a autre chose qui se passe. Là. Il y a comme un pari de dire, on a fait mourir, là, la prochaine fois, on est mu, et je pense que c'est Duchesne qui disait ça à Alec Castonguay ce midi, on est mu par une énergie de quelqu'un qui a fait mourir, Michel. Oui, et c'est ça qui frappe dans le discours de la fin de semaine, c'est le ton pratiquement apocalyptique. Là. Si on ne gagne pas le 3e référendum, c'est fini pour le Québec français. Les autres chefs du Parti québécois, René Lévesque avait dit à la prochaine, Jacques Parizeau avait dit on se crache dans les mains, puis on recommence. Là, ça va être fini. Et le ton aussi, Ottawa qui veut écraser ceux qui refusent de s'assimiler, ça c'est une citation exacte, là. On n'était pas là-dedans depuis très longtemps au PQ. Je vois ce que M. Saint-Pierre Plamondon veut faire. Je ne suis pas sûr que les citoyens du Québec se sentent là, qui sont à la même place. Évidemment, on est devant un conseil national du Parti québécois. C'est le temps de parler de ces affaires-là à ses militants. Mais c'est pas tous les Québécois qui pensent, par exemple, que l'offensive d'Ottawa contre nos juridictions est vraiment une stratégie pour affaiblir le Québec. Il y en a aussi qui disent que c'est un premier ministre qui est en train de perdre ses élections puis qui capote. Alors, je parle de M. Trudeau, là. Alors, tu sais, il faut faire attention à ça, là. La fin du monde, on peut pas la prévoir trop souvent. C'est ça que j'ai... C'est ça, Paul, retour de table, c'est que l'urgence d'agir avant de disparaître, il n'y a pas beaucoup de nuances là-dedans, en fait. Non, il n'y a pas beaucoup de nuances. Là. C'est des mais il y a quand même 2 tendances à la baisse qui s'observent. La première, c'est le poids politique du Québec à l'intérieur du Canada. C'est une baisse, je pense, de 2 points de pourcentage depuis 20-30 ans en termes de composition de la Chambre des communes. 25 à 22, là. Exact, c'est ça. Et il y a aussi une baisse des appuis au Parti québécois. Je comprends que là, soudainement, le PQ est en tête des sondages, mais si on regarde historiquement, disons sur le long terme, là, les 20 dernières années, on voit vraiment une courbe descendante du vote du Parti québécois. Le PQ a l'impression qu'il a failli mourir. Et peut-être qu'il y en a qui se disent en ce moment, ça va bien, mais qui sait s'il n'y aura pas à nouveau une tendance à la baisse. Et même si Paul Saint-Pierre Plamondon réussit à très bien se défendre avec le vote des 18-34 ans. Je pense qu'on a l'impression au Parti québécois, même si on ne l'avouera jamais, que c'est quand même encore un défi d'aller chercher l'appui des jeunes à l'indépendance. Donc, c'est en ce sens-là qu'il y a peut-être un calcul stratégique en se disant que la fenêtre, en ce moment, elle n'est pas idéale. Le vote, les appuis à l'indépendance fluctuent peu, mais peut-être que ce sera encore pire dans 10-20 ans pour le Parti québécois. Si le Parti québécois est encore là, je ne vais certainement pas prédire la mort du PQ. Non, on le faisait il y a 5 ça. ans, puis on a tous eu l'air très niaiseux. Mais disons à tout le moins qu'il y a une incertitude inhérente à la vie politique et que le PQ en est bien conscient. Oui, il y a une horloge, Émilie, aussi. Quand vous posiez vos questions, Émilie, votre série de questions, il y a une horloge aussi. Et ce que le sous-texte, c'est de dire, et les gens qui vont arriver ici, de plus en plus nombreux, disent-ils, bon, eux veulent, au PQ, on veut restreindre de façon encore plus importante qu'à la CAQ le nombre de nouveaux arrivants. Les gens qui vont arriver ne seront pas nécessairement les souverainistes après 3 jours. Donc, eux plaident l'horloge qui tourne, là. Oui, mais c'est une bonne manière de le formuler. Parce que là, avec si on voit l'immigration, les gens qui arrivent ici comme des gens qui empêchent le rêve de la souveraineté, on retourne dans Parizeau en 95, là. Donc, c'est ça le sous-texte. Il y a différentes manières de voir le sous-texte, mais il y a clairement un sous-texte. Il y a le sous-texte qui a été plus explicité par Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est de l'immigration francophone est moins nombreuse dans tout le pays. Donc, le poids du français, disons des gens qui ont le français comme langue maternelle diminue dans le Canada au fil des années. Il y a ça. Il y a la question de l'immigration qui peut être perçue comme une menace par les troubles de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et puis, il y a la question de la dernière
dernière chance, un peu comme on le disait, pour la génération des Québécois qui est plus souverainiste, qui vieillit. Et puis, là, à ce moment-là, on se dit, mais c'est la dernière chance pour la génération qui a fondé le Parti québécois. Mais c'est pas la dernière chance pour le Québec, si c'est ça que ça veut dire. Mais oui, c'est pas ça qui était... l'histoire s'arrête pas, oui. C'est ça, parce qu'il y a les milléniaux, la génération Z, qui n'a jamais eu l'occasion de se prononcer pour un référendum. On a la vie devant nous. Je trouve étrange de voir un homme nous dire que en fait, notre dernière chance, c'est dans 10 ans. Ceci dit, je ne sais pas si Paul Saint-Pierre Plamondon veut parler de la génération des électeurs qui sont majoritairement ou plus nombreux à être souverainistes, ou s'il parle de la dernière chance en termes de disparition des francophones en Amérique du Nord. Et dans le reste de son discours, on parlait plus on était plus dans ce champ lexical-là, et de la colonisation britannique, et de l'effacement et de l'asservissement. On parlait même de la survie du Québec. On était dans ce vocabulaire-là. Mais le poids relatif, comme dit Paul, c'est un fait, baisse là, au sein du Canada. Là. Oui, le poids démographique des gens qui ont le français comme langue maternelle. Très bien. Mais du Québec aussi, là. Du Québec dans la Fédération. Par des choix, notamment en immigration, qu'après ça, on se dit, oui, mais là, on diminue. Alors, c'est un cercle vicieux, ça aussi, mais ça, on en reparlera peut-être un autre débat. Michel, pour clore cette discussion, sur le PQ, si autrefois, il y avait les conditions gagnantes, il y avait on va le tenir le jour où on sera sûr de le gagner parce qu'on ne peut pas perdre un troisième référendum. Bon, c'est le discours qu'on connaît bien. Il y avait aussi comme sous-texte, on ne prendra pas le pouvoir si on promet un référendum. Là, lui dit, il semble dire, regardez-moi aller, les gens voteront non peut-être après, mais ça ne va pas m'empêcher de faire croître mon vote. C'est ça qu'il va falloir surveiller. C'est ça qu'il faut surveiller. Puis il faut surveiller dans les débats internes du PQ, parce que c'est pas tout le monde au PQ qui dit que c'est une très bonne idée de faire un troisième référendum, même si la souveraineté est autour de 33 % dans les sondages, puis il n'a pas bougé 1 ou 2 % de plus ou 1 ou 2 % de moins depuis quelque chose comme 10 ans. Il y a pas mal de monde qui disent faire dire non à une troisième génération de Québécois en 30 ans, là, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, il faudra voir dans les débats internes du PQ. Là, évidemment, M. Saint-Pierre Plamondon est populaire, le PQ est en avance dans les sondages, encore qu'en avance dans les sondages, mais il est encore dans les 30 % dans une tarte qui se divise à 4 maintenant. Alors ça, c'est différent d'avant. On va entendre des souverainistes, et pas les moindres, qui vont dire « Hey, minute, là, c'est peut-être pas une bonne idée de jeter le bébé avec l'eau du bain comme ça. Vous allez le voir arriver dans les prochaines semaines. Il faudra voir comment Québec solidaire va jouer ses cartes dans tout ça. Et bon, OK. La FIC, rejetée en fin de semaine par quand même un bon pourcentage, 61 %, et avec un taux de participation de 77 %. Donc, les infirmières ont dit non. On recommence. Ça retarde, c'est là-dessus, parce que là, il y aura d'autres négociations, mais ça retarde d'autant la fameuse souplesse demandée, Émilie Nicolas, par le gouvernement de la CAQ pour que la réforme en santé fonctionne mieux. Oui, effectivement. Ça retarde l'application. C'est encore un joker là, qui est dans les cartes qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Les enjeux qui achoppent, c'est principalement la question de la mobilité pour les infirmières, la mobilité forcée. Puis, dans un deuxième temps, la question du travail, des heures supplémentaires obligatoires. Il faut se dire que la profession infirmière, c'est une profession majorité de femmes. Il y a là-dedans des parents de jeunes enfants. Donc, on peut comprendre pourquoi la question de la mobilité obligatoire, ça peut être logistiquement compliqué pour certaines familles. Après, à ce stade-ci, ce que la FIC a annoncé, c'est simplement qu'elle est retournée auprès de leurs membres en consultation pour regarder exactement pourquoi est-ce que les gens votaient de cette manière-là. Puis aussi, du nouveau gouvernement, on va attendre de voir avec les nouvelles négociations, les nouvelles rencontres avec la FIC. Donc, on ne sait pas exactement quels sont les nouveaux pions ou les nouveaux éléments sur lesquels on va jouer pour essayer d'arriver à une entente finalement, parce que ça fait très longtemps que ça traîne. Là. Oui, puis ils sont dans le Front commun. Et donc, ça retarde aussi la mise en application pour d'autres. Enfin, bref, Paul,
on aurait aimé mieux que ça n'arrive pas samedi, là, c'est une évidence pour le gouvernement. Oui, bien, le gouvernement, Santé Québec n'est pas encore opérationnel, mais évidemment, le plus tôt cette entente-là est conclue, le mieux ce sera pour le gouvernement pour se préparer au grand chambardement à l'interne qui approche. Mais moi, je note que le rejet de l'entente par les membres de la FIC n'est pas tant surprenant dans la mesure où la FIC a beaucoup mobilisé ses membres en remettant en question la bonne foi ou à tout le moins les motivations de Québec. Et quand on examine les points d'achoppement, il y a plusieurs sujets pour lesquels il y a une imprécision qui demeurait et l'interprétation, si vous ne faites pas confiance au gouvernement, vous allez être méfiant de ce qui est sur la table. Par exemple, on disait temps supplémentaire obligatoire, on y met fin, sauf en cas d'urgence. On parlait de réduire les déplacements. On parlait aussi d'implanter graduellement les projets ratios. Et commentaire rapide sur les déplacements. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, la FIC disait que les déplacements pourraient être imposés. Le gouvernement disait non, ce sera que sur des bases volontaires. Et on était pris avec deux versions contradictoires jusqu'à ce qu'un autre syndicat s'entende avec Québec et confirme l'interprétation de Québec que les déplacements ne seraient pas forcés. Mais je comprends que la FIC est restée et les membres de la FIC sont restés et demeurent encore méfiants par rapport à ça. Oui, le flou. Ouais. OK. Michel, conclusion, on recommence. Ben, pas tout, mais quand même. On recommence, puis le gouvernement doit comprendre que tout n'est pas réglé quand on règle le monétaire. Je pense qu'il le savait, mais il ne l'avait pas intégré. Là, il va falloir qu'il l'intègre parce que les infirmières se retournent au travail puis on dit « Hey, ça n'a pas changé ici. Et ça n'a pas suffisamment changé, en tout cas. » Puis toute la question, justement, de la mobilité obligatoire ou pas, là, ça semble encore dans un flou. Si c'est si important que ça, il faudrait peut-être clarifier. Hein. Paul, Émilie, Michel, demain, on va parler abondamment du budget qui sera déposé. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est les mesures fiscales pour les plus riches et l'ampleur du déficit. Demain, 15h30 sur RDI. Merci à vous trois. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonsoir. Au revoir.